Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et après avoir fait mes flops de l'année 2024, il est temps de s'attarder quand même sur mes meilleures lectures de l'année. Et oui, nous sommes rentrés directement dans le vif du sujet avec mes lectures négatives, mais j'aimerais bien quand même qu'on s'attarde aussi sur le positif parce qu'il y en a eu durant cette année 2024. Alors certes, ça n'a pas été marqué par de gros coups de cœur, je n'en ai pas eu non plus énormément, mais il y a des lectures qui se sont, ma foi, assez bien distinguées des autres. La plupart étaient quand même de très bonnes lectures dans l'ensemble et il y en a certaines que j'ai pu qualifier quand même de coup de cœur, des livres qui ont absolument marqué mon année. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire quel est votre coup de cœur de l'année 2024 et je verrai à la rigueur pour essayer de faire un petit challenge où j'en pioche quelques-uns pour découvrir finalement vos meilleures lectures de l'année et tout ça, je le partagerai avec vous dans un vlog. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps et je commence tout de suite avec les mentions honorables parce que je voulais absolument arriver au chiffre 10 et je n'avais pas assez de coup de cœur pour arriver à ça. Donc j'ai décidé de prendre quand même des lectures qui ont été de très bonnes, voire même d'excellentes lectures, mais pas forcément des coups de cœur. Et le premier de cette mention honorable, il s'agit de La Ballade funèbre de Art et Merci, qui a été publié aux éditions Milady et qui est écrit par Megan Bannon. Déjà, j'adore l'objet livre. Le fait d'avoir ce cœur qui est carrément coupé dans la couverture pour laisser place à ceci à l'intérieur, je suis absolument fan. Dommage qu'il ne l'ait pas fait pour le tome 2. Dans cette histoire, plongée au cœur de la Tundria, qui est un espèce de désert avec d'immenses créatures un petit peu plus exotiques, dira-t-on. Et nous avons Art qui est un ranger assez solitaire qui parcourt donc le désert de Tundria et quand il récupère le cadavre des espèces de zombies qu'il a tués, il l'emmène au pont funèbre de Merci, qui est donc la thanatopractrice. J'arrive pas à croire que je l'ai dit d'une seule traite et sans bafouiller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, l'embaumement des corps et tout le rituel autour pour les faire passer de l'autre côté est franchement intéressant et Merci a vraiment beaucoup de passion pour ce travail et surtout beaucoup de respect pour les corps qu'elle prépare. Ce n'est pas non plus un enemies to lovers, mais disons qu'il y a une incompréhension entre les deux depuis le début et jusqu'à présent, ils ne font que s'envoyer des pics. Pourtant, tout va changer, du moins à peu près, parce que Merci va un jour faire une réflexion à Art comme quoi il n'a pas d'amis, il n'a personne en fait et qu'il est seul dans sa solitude donc, et après avoir passé une petite soirée à ruminer, il décide d'écrire une lettre dans laquelle il se confie et il la destine tout simplement à un ami, donc il ne la nomme pas. D'ailleurs, il écrit cette lettre anonymement et il va la transmettre à un espèce de service postal absolument merveilleux. Je crois que c'est un lapin alcoolique d'ailleurs fabuleux qui va transmettre donc cette fameuse lettre à Merci et va commencer à avoir une sorte de correspondance entre les deux jusqu'à la moitié du roman et ensuite bien sûr nous basculons sur une toute autre mise en forme on va dire. Moi j'ai adoré, je l'ai trouvé complètement what the fuck ce livre en vrai. Le deuxième est encore plus what the fuck mais le premier je l'ai dégommé, il a été tellement addictif, j'ai adoré cette relation naissante entre Art et Merci sous différents points de vue, notamment au travers des lettres qu'ils échangent, mais aussi au travers de la vraie vie quand ils font vraiment se retrouver sans savoir que c'est l'un avec l'autre qu'ils discutent. Et nous sommes avec des personnages finalement assez atypiques, on n'est pas avec le beau brin ténébreux qu'on a l'habitude de rencontrer dans les romans Tessie, on est bien loin de ça. Merci est d'ailleurs bien différente quant à elle aussi, tant au point de vue de son état d'esprit que de son physique et franchement c'est hyper agréable. Et comme c'est assez cocooning, assez charmeur dans l'ensemble, vraiment moi j'ai passé un agréable moment avec cette lecture. Alors certes, comme je disais, ce n'est peut-être pas la lecture de l'année, mais j'ai passé un agréable moment de lecture et finalement, dans les livres, c'est tout ce que je recherche, quelque chose d'addictif qui ne me fait pas lâcher mon bouquin et ce livre-là a absolument répondu à ces deux critères, donc mention honorable très méritée. Une autre mention honorable, et je pense qu'il y a quelqu'un derrière son écran qui va dire yes! Et je place en mention honorable donc L'Assassin Royal, le premier tome de Robin Hobb, parce que Burick quoi. Ce personnage absolument bourru, cet amoureux des animaux qui n'est pas du tout le personnage principal de cette histoire, mais quand même, moi, il a fait sensation. Bien évidemment, ce n'est pas juste pour ce personnage-là que j'ai absolument adoré L'Assassin Royal, mais c'est tout l'univers en fait qu'il y a autour. Je trouve que le récit est assez dense dans l'ensemble parce qu'on suit Fitz, donc qui est le bâtard du prince, je ne sais plus comment il s'appelle, ils ont tous des noms un petit peu de vertu, mais je ne sais plus quelle est la vertu de ce machin. Parce qu'en plus, j'ai pris le tome 2. Il est où mon tome 1? Bon, vous avez le droit
de vous foutre de ma gueule parce que ça fait à peu près 5 minutes que je suis en train de chercher le tome 1 dans ma bibliothèque et il était caché derrière la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc je disais, j'ai beaucoup aimé donc l'assassin royal avec Fitz qui est donc le bâtard du prince qui s'appelle Chevalerie. Bah celui-ci a décidé en fait de se retirer parce qu'il n'assume pas en fait le fait d'avoir été infidèle à son épouse. Donc il n'a jamais rencontré Fitz. Fitz ne le croisera d'ailleurs jamais et on va le suivre donc depuis qu'il a 6 ans à peu près quand il va être recueilli donc par l'équipe et entre autres Burick jusqu'à ce qu'il intègre en fait la garde rapprochée entre guillemets du roi subtil parce que celui-ci va décider d'en faire son assassin privé. Donc il va suivre un enseignement aux petits oignons et j'ai beaucoup aimé dans cette histoire suivre l'évolution de Fitz avec ce pouvoir assez particulier qu'il a avec les animaux. C'est touchant au possible, je trouve, parce que même moi je suis une amoureuse des animaux, donc je me suis beaucoup retrouvée dans cet aspect-là du personnage. Et puis même on le voit évoluer, on le voit avoir sa loyauté auprès du roi subtil et j'adore vraiment toutes les péripéties qu'on rencontre, son évolution en tant que jeune garçon, adolescent, jeune adulte, comment il va manier justement l'art de l'assassinat pour répondre aux attentes du roi. Mais à côté de ça, nous avons les pirates rouges qui vont envahir les terres, donc on a une guerre qui se prépare un petit peu. On peut dire que ce tome 1 est assez introductif, mais encore, je trouve qu'on en met assez. On découvre assez tous les personnages qui gravitent autour de Fitz. Ça n'a pas été un coup de cœur, je sais pas pourquoi, il n'y a pas eu cette petite étincelle finalement, c'est pour ça que je le mets dans les mentions honorables. Mais alors, quelle claque ce roman! Et je ne peux que être impatiente de découvrir la suite, donc comme vous l'avez vu, j'ai déjà le tome 2 et aussi le tome 3. Et enfin, le dernier dans le podium des mentions honorables, c'est un roman à la base que j'avais placé vraiment dans les coups de cœur. Et après, je me suis dit, Aurélie, tu ne t'en souviens plus très bien dans les détails. Cela veut peut-être dire aussi qu'il faut le baisser un petit peu d'un cran dans ton classement. Donc, il se retrouve finalement dans les mentions honorables. Et il s'agit de Tarot du tome 2 de Katie Edwards, qui a été publié aux éditions Brajlon. J'adore cet univers. Alors, certes, il ne plaît pas à tout le monde. Je sais très bien que au niveau de la manière dont c'est construit, au niveau de la narration et des personnages, et surtout au niveau de l'humour, ça ne passe pas avec tout le monde. Mais alors, si vous accrochez, vous allez passer de très très bons moments, j'en suis sûre. Moi, en tout cas, ça a matché à 1000%. Donc, pour vous parler un petit peu du tome 1, nous sommes avec les arcanes majeures du tarot divinatoire qui sont représentés ici par des personnages et donc des Atlantes. C'est l'Atlantide, mais pas l'Atlantide, l'Empire perdu de Disney. Vraiment, c'est une espèce totalement différente qui vivait sur une île cachée et un jour, un satellite les a trouvés et leur existence a été exposée aux humains. Et depuis, ils vivent sur une espèce de île assez éloignée finalement de l'espèce humaine. Quoi qu'il en soit, nous sommes avec les arcanes majeures qui sont les dirigeants de cette ville apparentés un petit peu à Gotham. Et nous sommes dans cette histoire avec Rune, le dernier descendant de la cour du soleil qui a été massacré. Donc toute sa famille et toutes ces nobles gens ont été massacrés. C'est le seul survivant. Personne ne sait un peu ce qui s'est passé. C'est juste tout le monde a été massacré quoi. Et depuis, il a été pris sous l'aile protectrice du seigneur Tour. Et maintenant, en fait, il fait office de détective privé en quelque sorte. Et dans le premier tome, il y a le descendant d'un des arcanes majeures qui se retrouve à être porté disparu. Et donc Rune avec son acolyte Brand va mener l'enquête. Et ce que j'aime bien dans le deuxième tome aussi, c'est qu'on va rentrer un petit peu plus en détail sur l'aspect cour déchue du soleil, ce qu'il s'est véritablement passé en fait à ce moment-là. On va voir émerger certaines informations. La relation aussi de Rune avec son acolyte est tordante. Ils ont une affinité tellement spéciale. C'est un lien qui les unit de toute façon depuis le berceau et ce n'est pas une histoire amoureuse. Mais alors le lien entre les deux, moi je le trouve exceptionnel. Il me fait vibrer au possible et nous sommes avec un humour aux petits oignons. J'aime énormément. C'est mon humour à moi, un humour littéralement de merde, mais ça fonctionne très bien. Et il se retrouve quand même ce tome-ci dans mes meilleures lectures puisque dans le tome 2, on va être avec le Seigneur Pendu, donc l'arcane majeur du pendu comme le montre la couverture et on aborde des thématiques qui sont extrêmement sombres et je vous invite à vous renseigner sur les trigger warnings d'ores et déjà avant de débuter votre lecture parce que je voudrais pas que ça heurte votre sensibilité. On va un peu avoir la notion de voyage dans le temps mais très légèrement, mais ça va prendre une part assez importante dans l'enquête. J'en parle avec un petit peu des pincettes parce que c'est vrai que je l'ai lu en début d'année 2024 donc ce n'est plus très frais on va dire dans ma tête, mais j'aime énormément cette saga et je sais qu'il y a pas la suite qui a été écrite encore mais il y a quelques nouvelles et j'espère
sincèrement que Brajlov va nous faire la suite parce que c'est une saga que j'affectionne particulièrement et que j'ai très hâte de continuer. Et c'est un peu devenu un running gag aussi parce que j'ai mis le tome 3 quand même dans pas mal de challenges et je l'ai toujours fait. C'en est tout pour mes mentions honorables et nous allons donc passer maintenant à mes coups de cœur de l'année 2024 et le premier que je prends c'est un roman que j'ai particulièrement apprécié pour son originalité, pour ce personnage tellement moraligré et on sait pas où on va avec ce personnage là et ça a été vraiment l'apothéose à la fin. Il s'agit donc de La Bénie de Césarée de Liz Chrysler qui est publié aux éditions Gulfstream Editor. Et alors ce livre-là, Mazette, mais c'était absolument fabuleux. Nous sommes ici avec Verena qui depuis 10 ans est l'impératrice de Césarée et au début on comprend pas très bien pourquoi les gens ne l'appellent pas Verena. Tout le monde la prend pour sa sœur. Pourtant sa sœur, donc Livia, est la fille illégitime de l'empereur, donc on comprend pas très bien pourquoi elle prend son identité, pourquoi elle ne s'impose pas en tant que fille légitime. Et c'est normal si vous comprenez pas dans ce roman au tout début, parce que vous allez comprendre au fur et à mesure des flashbacks qui avancent tout au long du roman, et à la fin, tous les nœuds se démêlent, et franchement, j'ai tellement aimé. Justement, c'est une narration assez particulière, et les personnages sont d'autant plus emblématiques, parce que Verena a qu'une seule chose en tête, c'est notamment se venger, mais aussi garder le pouvoir et dépasser en quelque sorte aussi l'image qu'avait sa sœur. Et j'aime énormément la tournure que prend le personnage, comment il évolue au fil du temps. C'est un personnage que vous allez aimer et que vous allez détester aussi aimer, mais l'aventure en vaut la chandelle. Ce qui va se passer avec Verena aussi à un moment donné, c'est que les soldats vont récupérer le frère du prétendant au trône de l'empire voisin avec lequel elle est totalement en conflit, et celui-ci va lui jurer allégeance et va essayer de manigancer pour pouvoir détrôner son frère. Dans l'idée, c'était à peu près ça, je me souviens plus exactement des détails, mais c'est l'idée générale. Et vous allez me dire, là on va commencer à avoir une espèce de romantécie, etc. Pas du tout. Pas du tout. Oubliez ce terme, c'est pas une romantécie. C'est vraiment un enjeu de politique avec un fond d'empire romain et c'est parfaitement manié au niveau des complots, des trahisons. On retrouve vraiment le côté un peu Sénat qui essaie de prendre le pouvoir, etc. pour détrôner les empereurs. Et j'aime trop cet aspect-là dans La Bénie de Césarée. Et surtout, encore une fois, je le redis, le personnage de Verena, vous allez la voir faire des actions que vous ne pourrez pas cautionner et pourtant vous allez vous prendre d'empathie pour ce personnage parce que vous allez comprendre tout ce qui s'est passé dans son passé et pourquoi elle agit comme ça au jour d'aujourd'hui. Et je l'ai trouvé particulièrement original ce roman. Il change un peu de ce qu'on voit actuellement. Alors je sais que ce roman n'a pas forcément fait l'unanimité, mais alors moi, encore une fois, j'ai dégommé ce roman, j'ai été pris dedans, je l'ai dégommé et voilà, je peux que vous recommander. Bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie qui a été un buzz en début d'année 2024, surtout au mois de février, il me semble. Tout le monde en parlait sur les réseaux, ça a été peut-être la plus grosse sortie des éditions Hugo Roman dans leur collection Romantécie. Et le tout était de savoir si ce roman allait mériter sa hype ou pas, s'il figure dans ce classement, c'est-à-dire que ça a été aussi pour moi un coup de cœur Force Wing, donc de Rebecca Yarros. Je l'ai dans la très belle édition reliée. Moi j'ai adoré l'objet livre, magnifique, et j'ai adoré Xadian aussi. Donc dans cette histoire, nous sommes avec Violette Soringel qui a toujours voulu faire partie des scribes, sauf que sa mère est une cavalière déjà de grande renommée, de même que son frère avant elle, qui est malheureusement décédé. Et donc sa mère va l'obliger, Violette tout simplement, alors qu'elle veut être bien au chaud sur un canapé avec des bouquins et lire toute la journée, sa mère va l'obliger quand même à passer dans le cadran des cavaliers, donc c'est-à-dire trouver une monture, trouver un dragon, sauf que le dragon, c'est pas toi qui le trouves en fait, c'est lui qui te trouve, et s'il te veut bien, ça se passe bien, ok c'est cool, mais s'il te veut pas, il te crame littéralement, t'enflamme comme un bûcher. Donc sur ce premier tome, on va plutôt être sur un roman un peu d'apprentissage avec toute la partie dans l'école, avec les dragons. J'ai bien aimé justement cet aspect-là, école, cet aspect cours, cet aspect aussi épreuve, parce qu'il y en a beaucoup. Faut dire que par rapport à l'école des scribes, en fait t'as beaucoup plus de chances de crever dans l'école des cavaliers. Donc cet aspect-là a été super intéressant. Après on a tout l'aspect autour des dragons. Moi j'ai beaucoup aimé savoir cet aspect où c'est pas forcément des familiers, alors ok on se lie avec eux, mais c'est pas forcément des animaux de compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. On est plutôt avec des dragons qui s'imposent dans la chaîne alimentaire et qui vont dominer finalement les humains. Je dirais même qu'ils les tolèrent, d'où le fait qu'ils les crament si ça plaît pas. Donc cet aspect-là, j'ai bien aimé aussi le personnage de Violette qui va vouloir se dépasser au fur et à mesure et essayer d'une part rendre fière sa mère, mais aussi se dépasser physiquement et prouver à elle-même qu'elle peut y arriver également. La relation avec Xaden, moi je l'ai trouvé quand même plutôt pas mal. Alors ok, dès le début ça m'a fait mourir de rire quand elle le voit directement en mode halo de lumière, c'est le plus merveilleux.
2. Bon, je trouve ça un petit peu drôle, mais la relation entre les deux quand même, moi, m'a bien plu. C'était très addictif, encore une fois, je l'ai dégommé ce roman. J'en ai fait un vlog lecture si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à y aller pour voir mon avis à chaud. Mais presque un an plus tard, il se retrouve quand même dans cette liste, donc il m'a laissé un souvenir assez marquant et je suis très contente de l'avoir lu, je suis très contente de l'avoir découvert. Des fois, quand on a des livres qui sont dans une hype un peu exceptionnelle, ils font énormément le buzz sur les réseaux sociaux, on a des ententes qui sont aussi peut-être un petit peu plus élevées. Et finalement, j'ai passé un bon moment avec Fourth Wing. J'avais des attentes, ok, mais il y a tout à fait répondu et j'ai passé un agréable moment. Je n'ai pas encore lu le tome 2, mais ça c'est la malédiction des tomes 1, je ne lis jamais la suite. Enfin, un livre qui a été un gros coup de cœur pour moi vers le milieu de l'année, je crois que c'était plutôt vers septembre par là. C'est un livre qui m'a totalement plu, qui correspondait à ma vibes et en plus de ça, vous avez été nombreux à me taguer en fait sur le post de la maison d'édition quand elle l'a annoncé en me disant il y a des cartes magiques, fonce. Et effectivement, j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé aussi Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilly qui a été publié aux éditions Sabran. Nous sommes avec un roman plutôt young adulte on va dire, mais dans un côté assez sombre, plutôt gothique aussi dans l'ensemble. Moi j'ai particulièrement aimé et pour cause, on se retrouve avec Esfet, je n'arrive toujours pas à dire son prénom après tant de mois, qui vit dans la ville de Bourde, qui a une sorte de malédiction puisqu'elle est entourée de brume. Quiconque entre dans la brume meurt dans d'atroces souffrances et si par miracle ils arrivent à ressortir de cette brume, ils se font exécuter par la garde royale parce qu'ils contractent la fièvre. Esfet, comme vous vous en doutez, est rentrée dans cette brume et en est ressortie. Tout le monde pense qu'elle n'a pas eu de pouvoir parce qu'elle manifeste rien du tout. Ils ont décidé de garder le secret et de ne pas ébruiter l'affaire, donc personne ne sait qu'elle a été survivante de la brume, mais par contre elle a bien développé un pouvoir et pour cause il y a un monstre qui rôde dans son esprit et qui grignote un petit peu chaque jour son état mental. Et d'ailleurs cette créature vous allez la retrouver dans l'illustration qui est ici, je la trouve magnifique. Et à côté de ça, vous avez Raven Diff, qui est le neveu du roi, et qui va se mettre en quête des cartes de la Providence, des 12 cartes de la Providence, afin d'éradiquer complètement cette brume et cette malédiction. Les cartes de la Providence, ce sont donc des cartes magiques que tout et chacun peuvent posséder, ils peuvent se les échanger également, sauf que si ça donne un pouvoir, il y a également une contrepartie, et c'est pas des plus joyeuses. Il va bien évidemment solliciter l'aide de Elspeth pour retrouver ces cartes, je ne sais plus trop pourquoi, mais une relation donc va évoluer entre les deux. Bien sûr, ça va évoluer aussi au travers d'une romance. J'ai adoré ce roman, cet univers autour justement de la brume, de la mythologie et de l'histoire du roi berger, parce que c'est le nom de la saga, donc le roi berger. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du mythe? Est-ce que le mythe prendrait le pas sur la réalité et pourrait aider les protagonistes finalement à éradiquer la brume? Il y a tous ces aspects-là, donc mythologie, légende et histoire qui m'a beaucoup appelée. Les cartes de la Providence aussi, leur magie, moi, m'a tout à fait intéressée, surtout leur contrepartie et comment les gens vont dévier du droit chemin pour avoir ces cartes-là et surtout les conserver. Et bien évidemment, si j'ai adoré la romance entre les deux protagonistes, j'ai encore plus apprécié la relation entre Elspeth et le monstre dans sa tête. Cette créature qui ne prendra le dessus que si elle y autorise, mais plus Elspeth autorise la créature à prendre le dessus et plus elle se perd elle-même. Le tout est de savoir à quel moment elle se perdra complètement. Et ça, j'ai adoré la relation entre les deux parce qu'elle n'est pas non plus malfaisante, elle n'est pas non plus totalement bienveillante. Il y a un entre-deux entre cette créature et Elspeth et ça a été sensationnel. J'ai tellement aimé ce roman, j'ai le tome 2 encore dans ma pile à lire et l'univers m'a tout à fait posé dans l'ambiance avec cette brume, ce village abandonné et tous ces contes un peu folkloriques. Bref, une pépite. Avant de rentrer sur le podium de mes meilleures lectures de l'année 2024, je passe à un roman jeunesse et on n'aurait jamais cru que je serais autant attachée à une série jeunesse parce que ce n'est pas du tout le genre de lecture que j'affectionne, c'est pas du tout le genre de lecture vers lequel je me tourne, même je dirais que je les fuis. Et on peut dire que cette saga de romans est l'exception qui confirme la règle. Donc je ne pouvais pas passer à côté de ce titre-là pour ma sélection des meilleures lectures de l'année 2024 et donc j'ai mis le tome 2 du manoir de Castle Cats de Alain Tépus-Sigur qui a été publié aux éditions Scrinéo. Je vous l'ai dit assez régulièrement, mais si je devrais résumer grossièrement cette série, c'est un poudlard avec des chats. Comment vous voulez que je ne m'effondre pas d'amour pour ces petites boules de poils? Donc vraiment, c'est une saga jeunesse que je trouve exceptionnelle, puisque nous sommes avec Kovan, ce petit chat qui n'a pas bien confiance en lui et qui n'a qu'un seul rêve, c'est devenir un magocat, donc manier la magie, mais il a une petite particularité en plus des écailles qui parsèment son pelage. Il va se retrouver bien sûr à passer dans le premier tome, tout du moins, les épreuves d'admission au manoir. Il va bien sûr se lier d'amitié avec d'autres personnages, notamment Bourine, qui fait partie de mes personnages préférés, peut-être par rapport à son amour pour la bouffe, je ne sais pas. En tout cas, le tome 2, nous arrivons sur
sur un autre cycle en fait du manoir. Nous avons 4 tomes au total et chacun correspond en fait à une saison. Là, comme vous le voyez, nous sommes avec l'hiver et on entame un récit qui est plus une introspection. Je pense que ça va aussi avec le thème de l'hiver. Je l'ai vu passer moi cet hiver-là, dans le sens où je me suis beaucoup remise en question. Donc nous sommes avec un tome beaucoup plus introspectif pour notre personnage de Kovan. Il va se poser des questions de savoir est-ce qu'il a sa place finalement au manoir de Castle Cats, est-ce qu'il a les capacités et la légitimité pour être un Mago Cats. Et franchement, je me suis tellement retrouvée dans ce personnage-là, je me suis tellement retrouvée dans ses réflexions, dans tout son cheminement de pensée et dans le fait qu'il ne se sente pas légitime à être là où il est, alors que rien ne prouve le contraire. On a aussi une intrigue de fond qui commence à être de plus en plus présente et qui, je pense, va exploser durant le tome 3. On dit parfois que le tome 2 souffre un petit peu de cet effet de transition, mais alors je l'ai pas ressenti du tout comme ça. Et vraiment, ça a été une incroyable lecture. J'ai lâché ma petite larme à la fin, à la toute dernière épreuve. Comme je vous le dis, je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai une affection toute particulière pour ce roman. En tout cas, voilà, si vous voulez un bon roman jeunesse, même si vous n'êtes pas team chat, je suis absolument certaine que vous allez vous prendre d'affection pour ces personnages, d'autant plus que chacun d'entre eux va avoir sa propre évolution. Surtout le personnage de Kovan, on va être avec une évolution qui est très importante quand même et j'ai beaucoup apprécié. En plus, dans ce tome-ci, nous n'allons pas rester uniquement enfermés dans les murs du château. On va voyager dans les autres villes et comprendre un petit peu comment fonctionne la cité avec les chats et les autres félins. Donc vraiment une très très bonne histoire, un excellent univers. J'ai adoré. Et on arrive maintenant à mon top 3, le fameux podium de mes meilleures lectures de l'année 2024. Et je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de faire vos pronostics dans les commentaires. Selon vous, quelles sont mes 3 meilleures lectures de l'année? Je suis certaine que vous allez pouvoir trouver le top 1. Je vous en ai récemment parlé dans un update lecture. Ça fait partie des derniers livres que j'ai lus de l'année 2024. Une romantécie qui m'a réconciliée avec le genre. C'est alors que je perdais espoir, il a popé, voilà, comme un rayon de soleil. Et j'ai pu réapprécier grandement, en fait, ce style littéraire parce que ce livre-là a regroupé absolument tout ce que j'aime. Et il s'agit du livre maudit d'Azrael de Amber V. Nicole qui a été publié aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. C'est une romantécie absolument fabuleuse que j'ai adoré découvrir tant au niveau de la romance que du world building, que de la construction des personnages. Nous sommes avec Diana qui, petite originalité par rapport à d'autres tomes, fait partie du clan des méchants. Donc on commence l'histoire avec le point de vue des antagonistes dont Diana fait partie et essaye tant bien que mal de survivre à ce créateur un petit peu particulier quand même. Ils n'ont pas une très bonne relation les deux puisque Diana est un petit peu une sorte d'hybride. Voilà, c'est une créature un petit peu particulière, on ne sait pas trop comment la qualifier. En tout cas, elle a des pouvoirs très surpuissants. C'est l'héroïne badass dans son excellence, mais c'est aussi l'héroïne badass extrêmement bien construite et pas du tout cliché. Ok, peut-être un petit peu stéréotypée à certains endroits, mais je trouve que ça passe crème. Elle n'est pas exaspérante. Ce n'est pas un personnage trop lourd et justement, j'ai adoré cette interprétation-là de héroïne badass. Et donc, notre chère Diana fait partie du clan des méchants et son espèce de créateur veut retrouver un artefact surpuissant qui lui permettrait de conquérir le monde. Grossièrement, c'est à peu près ça. Et de l'autre point de vue, nous avons Liam qui fait, comme vous le devinez, partie du clan des gentils. Autrefois, il était connu sous le nom de Zamkiel. Donc c'est un dieu là aussi surpuissant, mais qui est dans une profonde dépression depuis que le monde a été dévasté. Et s'il retourne sur Terre, c'est uniquement justement pour pallier à ce grand méchant Manitou qui veut retrouver cet artefact. Un artefact apparemment oublié. Donc au début, il ne lui accorde pas tellement d'importance. Et Diana et Liam vont un jour se rentrer dedans. Littéralement, va foutre le feu à la pièce. Et là va commencer le début des emmerdes. Je vous fais le résumé assez grossièrement, mais comme vous le voyez, c'est une pavasse. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au travers de cet univers. Il est très complet. On prend de la place au niveau du world building, de l'intrigue de base, mais aussi au niveau de la description des personnages, de leur introspection, de leurs problématiques, et aussi au travers de la romance qui prend place plutôt dans la deuxième partie de ce tome-là. On prend son temps, c'est bien la manière dont c'est abordé, je trouve, la manière dont les sentiments évoluent aussi. J'aime beaucoup la relation donc entre Diana et Liam, et même la mythologie qu'il y a autour, les espèces de créatures, les mythes, les légendes, l'histoire. On a beaucoup de flashbacks au travers du point de vue de Liam pour comprendre pourquoi on l'appelle le dévoreur de monde et ce qui s'est passé dans l'autre monde, finalement celui dans lequel il est originaire. Et je trouvais ça super intéressant pour le coup. La fin m'a laissé en PLS total par contre, hein. Mais si ça peut vous réconforter, déjà le tome 2 est à paraître prochainement, je crois, premier trimestre ou début du deuxième trimestre 2025, donc c'est très bientôt. Et pour ceux qui auraient loupé le coche pour la version reliée, il sera également réimprimé pour le tome 2, donc juste un petit peu de patience. Je vous en parle peut-être très
très mal, mais j'ai beaucoup du mal en fait à parler des romans que j'ai absolument aimés parce que je pourrais pas vous dire, je pense qu'il y a un côté assez addictif, c'est un peu, comme on dit, un coup de cœur, donc il y a quelque chose qui fait un petit morceau d'histoire ou je sais pas, tout simplement la plume ou encore une petite étincelle qui est arrivée à un moment donné et qui a fait que je n'ai pas pu lâcher ce livre, que ça a été incroyablement addictif, que je l'ai dégommé encore une fois. Je pense que c'est ça chez moi qui fait que ça devient une incroyable lecture, c'est ce côté addictif, ce côté où je n'arrive pas à poser mon roman. J'ai envie d'y rester, j'ai envie de connaître la suite, j'ai envie de bombarder les pages au fur et à mesure. C'est ça qui fait chez moi que la lecture devient incroyable ou pas, même si je peux reconnaître certains défauts. Mais voilà, j'ai passé un agréable moment avec cette romantaisie-là. Ça regroupe absolument tout ce que j'aime et c'est hyper bien fait. Donc très hâte de lire la suite. On arrive maintenant à ma deuxième meilleure lecture de l'année 2023. Là aussi, c'est un roman dont je vous ai longuement parlé et que j'ai essayé de vous ressortir un peu de temps en temps dans des recommandations parce que j'ai trouvé la plume absolument fabuleuse. Il s'agit de Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda qui a été publié aux éditions Olympe. Oh mais ce livre, ça a été une véritable claque. Là aussi, ça a été incroyablement addictif et pourtant on se centre davantage sur une romance. On n'est pas forcément sur de la romantaisie parce qu'on est sur un univers plutôt dystopique où on est bien des années après notre ère. Les humains ont complètement ravagé les ressources naturelles de la planète et ont décidé en fait de migrer vers une autre planète. Certains sont restés sur Terre et les continents se sont un petit peu dispatchés sous forme d'archipels. Et nous allons suivre donc Alba qui est la maîtresse, on va dire, de l'archipel d'Hibernia, mais c'est aussi également un génie qui a été exilé de la terre des génies. Donc elle erre sur la terre depuis bien des siècles et aujourd'hui donc elle est à Hibernia, elle s'occupe de cette terre-là et essaye de faire vivre les occupants. Pour le coup, elle est très douée dans les parcelles de nourriture, etc. Elle arrive à faire fleurir pas mal de choses là où d'autres continents n'y arrivent pas. Et donc l'archipel voisin, justement, reconnaît son talent et veut cette compétence, veut comprendre pourquoi elle y arrive alors que d'autres non. Il y a un secret derrière tout ça et ils comptent bien le découvrir. C'est pourquoi ils envoient un émissaire, aussi charmant que détestable, pour aller à la rencontre de Alba et comprendre comment elle fait pour cultiver cette terre. Vous lisez ce roman par un temps d'automne pluvieux, franchement vous allez totalement apprécier avec une bonne tasse de thé chaud et la romance entre Alba et cet émissaire-là. Si vous appréciez les joutes verbales, les enemies to lovers qui s'en envoient plein la tronche, mais dans une manière très fine quand même, il y a un côté extrêmement bien ficelé, extrêmement bien manié au travers des mots et vous allez rentrer vraiment dans des répliques absolument sympathiques. Comme j'aime le dire, ce sont des joutes verbales tout en finesse, extrêmement bien maniées encore une fois. Vous allez prendre plaisir, vous allez sourire et rire quand vous allez voir les deux protagonistes se confronter comme ça. Et à côté de ça, vous allez découvrir un véritable archipel dans des contrées sauvages, limite très pluvieux. Un peu un côté Irlande en fait, si vous voulez, parce que je crois que c'est l'ancienne Irlande finalement. Donc si vous aimez un petit peu ces terres-là, cette ambiance très froide, mais en même temps très chaleureuse au travers des personnages, parce qu'il y a des personnages qui gravitent autour de ce couple-là, et vous allez tellement matcher avec, j'en suis sûre, parce qu'ils sont très touchants. Ils ont chacun leur propre histoire, et vous allez apprécier les découvrir, j'en suis sûre. Le côté génie et donc fantastique n'est absolument pas prédominant, donc ne le lisez pas pour ça parce que vous allez être déçus. Le côté fantastique est un petit peu la cerise sur le gâteau, on va dire, mais c'est pas ce qui prime dans le roman. On est vraiment sur une romance, encore une fois, et la plume de Ada Vivalda est absolument magnifique. Et un jour, j'ai écouté son podcast qui disait qu'elle avait fait des études de poésie et que son formateur disait à chaque fois, si un mot n'est pas essentiel dans la phrase, il n'a pas besoin d'y être. C'est pour ça que vous allez retrouver des phrases très simples, mais très bien construites, avec des jolis mots qui sont simples, mais qui sont placés au bon endroit et qui rendent la lecture absolument incroyable. Bref, ce livre est absolument merveilleux, encore une fois. Je dis beaucoup absolument, je trouve. Ce livre est donc une merveille, ça fait partie de mes plus gros coups de cœur, comme vous le voyez, de l'année 2024. Ça me laisse un souvenir impérissable, je pense, donc je vous recommande chaudement de lire cette histoire si vous aimez les plumes poétiques, sans pour autant qu'elles soient lourdes et denses. Et si vous aimez les romances Enemies to Lovers, vous pouvez foncer. On arrive à la fin de cette vidéo. Quelle est donc ma meilleure lecture de l'année 2024? Je suis sûre et certaine que beaucoup d'entre vous l'ont trouvé, puisque c'est aussi mon auteur favori. Ça a été une véritable révélation avec le tome 1 et ici je vous présente le tome 2 de sa saga. C'est donc L'Empire des damnés de J. Christophe, publié aux éditions de Saxus, le tome 2 donc de la saga L'Empire du vampire. Et je dirais juste que ce livre est une pure merveille. Le tome 1 a été pour moi une véritable révélation en tant que dark fantasy. J'ai été complètement subjuguée en fait par cette histoire. Ça ressemblait absolument tout ce que j'aimais. De l'humour,
un comté sombre, des vampires pas du tout gentils, un mec absolument bourrin, complexe, torturé, mais en même temps, ça fait adulte, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le beau brin ténébreux, on est bien loin de ça. Et le tome 2 n'a pas échappé à la règle du tome 1, je l'ai absolument dévoré, ça a été un véritable coup de cœur. Je sais que certains le reprochent d'être trop vulgaire, d'avoir trop de scènes aussi spicy. Bon écoutez, moi je suis pas forcément objective, je pense, parce que c'est J. Christophe. Encore une fois, chacun a son baromètre, hein, donc la limite est placée à un certain niveau par rapport à d'autres. En tout cas, moi ça a été une pure merveille. L'univers est absolument incroyable, il est très bien construit, il est absolument dynamique, et vous le voyez en plus, c'est une pavasse quand même, il y a presque 900 pages je crois dans ce roman, et vous ne voyez absolument pas le temps passer. Vous n'avez pas le temps, comme le tome 1, de souffler, il se passe toujours quelque chose. Je trouve qu'il n'y a pas de scène ou de plan qui rentre un petit peu en longueur. On est dans un rythme effréné et on va retrouver donc nos personnages qui s'aventurent encore plus loin dans ces péripéties, surtout dans leur mésaventure, mine de rien, parce que c'est peut-être le propre de cette saga, mais alors rien ne se passe jamais comme prévu et certainement pas dans l'avantage de nos personnages. Donc ils vont être malmenés, vous allez être malmenés aussi avec eux, et c'est ça que j'adore avec J. Christophe. Je me souviens que quand j'ai débuté ma lecture du tome 1, je me suis dit « Ah, Gabriel m'avait manqué », et juste après je me suis dit « Son humour m'avait manqué aussi ». J'aime tout dans ce roman, les personnages, l'univers, et petite subtilité et petite nouveauté, on va dire, dans ce récit qui, ok, m'a un petit peu moins plu parce que j'aimais énormément Gabriel. On était avec le point de vue d'un nouveau personnage parce qu'à un moment donné, l'équipe se sépare, donc on a la suite de l'histoire, on va dire, du point de vue d'un autre personnage qui a fait son apparition dans le tome 1. Et bah écoutez, cette partie-là aussi, moi, m'a bien plu, même si elle était complètement différente de Gabriel. La fin, encore une fois, nous laisse totalement en PLS et j'ai très hâte de lire le tome 3. Je suis même impatiente, mais j'espère juste que, il sera écrit bientôt. En tout cas, si vous aimez les dark fantasy adultes, je vous recommande encore chaudement de découvrir J. Christophe, notamment au travers de l'Empire du Vampire, qui est une de mes sagas chouchoutes. Et je pense que quand il sortira le tome 3, je me ferai une relecture avec plaisir du tome 1 et du tome 2. Et voilà les amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous êtes surpris de trouver certains titres, si vous êtes surpris de ne pas trouver certains titres aussi, et bien évidemment, qu'en avez-vous pensé de mon top 3? Est-ce que certains de ces ouvrages vous donnent envie? Est-ce que vous en avez découvert grâce à moi? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je suis hyper impatiente de vous lire. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!